Eh bien, bonjour et bienvenue à toutes et tous dans ce webinaire, ce rendez-vous santé dédié à l'orientation scolaire. Je m'appelle Thierry Gatineau, je suis responsable du programme La santé de votre enfant. Je suis accompagné aujourd'hui pour ce webinaire de Stéphane Vincent qui vous dira tout sur l'orientation scolaire et de mon collègue Steve Martin qui s'occupera de la partie questions-réponses. Bonjour. La santé de votre enfant. La santé de votre enfant, c'est l'un de vos 3 grands programmes de prévention dédiés aux parents d'enfants de la naissance jusqu'à 17 ans. On a 2 autres programmes qui sont consacrés aux adhérents à partir de 50 ans, qui est Demain s'invente aujourd'hui, et à la santé féminine, donc prenons soin des femmes. Vous aurez la possibilité de poser vos questions sur le chat et j'enchaîne en vous faisant un petit teasing des prochaines conférences à venir. Mardi 1er avril, ça n'est pas une blague. Je vous enverrai un teaser vidéo en fin d'événement pour que vous puissiez y jeter un petit coup d'œil. Parents-enfants, les clés d'une famille épanouie. Le 13 mai, au secours, mes parents divorcent. Le jeudi 22 mai, les gestes de premier secours, enfants, parents et grands-parents tous concernés. Et le 17 juin, repérer, prévenir et surmonter les addictions chez nos enfants. On en aura ensuite début juillet, puis ensuite sur la fin de l'année. Et pour l'instant, je vous laisse avec Stéphane pour ce moment spécifique. Stéphane, c'est à vous. Merci beaucoup Thierry. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour pouvoir échanger sur une problématique, je pense que vous connaissez tous. Alors vous l'avez tous connu du côté étudiant et maintenant vous le découvrez en tant que parent. Et effectivement, le monde a changé. Donc on va d'abord travailler sur c'est quoi l'orientation. Vous verrez ensuite le fait que finalement ça commence très tôt. C'est pas que quand vous voyez Parcoursup arriver qu'il faut s'en occuper. C'est pas facile de choisir son orientation. Vous avez déjà vécu ça, mais là, effectivement, vous allez voir qu'avec vos enfants, c'est pas évident de les accompagner dans ce cadre-là. Évidemment, votre place de parent, parce que vous avez un rôle à jouer. Alors, ni trop, ni trop peu, mais vous allez voir que c'est une question de dosage. On abordera ensuite la notion de conseil pratique et puis enfin, évidemment, votre enfant a de la valeur et l'orientation au lycée et après. Donc, vous voyez un très beau menu pour ce moment de normalement consacré au déjeuner. Alors, commençons par le commencement. Alors, avant de démarrer, je ne sais pas si vous avez pu regarder, mais sur les médias ce matin, il y avait beaucoup de choses qui revenaient sur ce que le MEDEF a dit hier, puisqu'en fait, il y avait une tribune du MEDEF hier sur l'orientation et qui disait qu'effectivement, c'était aujourd'hui une problématique assez dramatique, tant pour l'éducation que pour les entreprises, que pour les familles. Et je suis assez d'accord. En fait, aujourd'hui, c'est un sujet qu'on n'aborde pas et c'est un sujet qui est essentiel. Juste pour vous rappeler quelques chiffres, un jeune qui est en cours a à peu près entre 500 et 550 heures d'enseignement par an. Par contre, il a au maximum entre 20 et 25 minutes par an consacrées à son orientation. Donc vous voyez qu'en fait, on s'occupe, comme je dis souvent, de remplir le coffre du break, mais on ne sait toujours pas où on va et on ne les aide pas à savoir où ils vont. Et ça, c'est des points qui sont vraiment importants. Pardon. Alors, s'orienter, c'est quoi? Je reviens toujours sur mon histoire non pas de break, mais en tout cas de direction. C'est choisir une direction. Et dans choisir une direction, on pense souvent à direction, mais regardez, le premier mot, c'est choisir. Et ça, c'est finalement le plus important. Vous vous apercevez que beaucoup de gens ne font pas de choix dans cette notion d'orientation et du coup n'ont pas de sens vers où aller, ou en tout cas plusieurs solutions de sens. Donc ça, c'est un premier point, c'est-à-dire que le plus important, c'est finalement d'avoir un choix et donc d'avoir au moins 2 ou 3 solutions. La deuxième chose, c'est surtout de comparer plusieurs possibilités. Et ça, pour comparer plusieurs possibilités, vous avez par exemple beaucoup de jeunes qui vous disent: «Ah mais quand je serai grand, je serai avocat ou quand je serai grand, je serai médecin» ou quoi. OK, alors ça rassure tout le monde, hein, ça rassure les parents, tout le monde est très heureux, tout se passe bien, mais vous vous apercevez qu'en réalité, ils ont juste une intuition. Ils n'ont pas du tout fait de choix et ils n'ont pas comparé plusieurs possibilités. Et là, on commence à rentrer dans les zones de risque de l'orientation. La troisième chose, c'est bien évidemment pour choisir et pour comparer, d'identifier des critères. Et les critères, on n'a pas tous les mêmes. On a parfois des critères géographiques, on a parfois des critères pécuniaires, on a parfois des critères de valeur.
On a des critères voilà, qui sont divers et variés. Et ce qui est important aussi pour votre enfant, c'est de bien choisir ces critères et de voir quels sont les éléments réalistes qui vont vous permettre d'opérer ces choix. Et puis, c'est réfléchir à soi et ses aspirations. Comme je le dis souvent, je ne sais pas si vous êtes dans des familles dans lesquelles vous avez plusieurs enfants. Moi, j'en ai 2. Donc je m'appelle Stéphane Vincent, et donc j'ai fondé Super Futur, et quand je l'ai fondé notamment pour mes 2 enfants, Victor et Gaspard, parce que, bah, j'ai 2 enfants avec le même papa, la même maman dans la même maison, mais c'est comme en boîte de nuit, c'est 2 salles, 2 ambiances. Et donc en fait, bah, si je fais pas attention de qui ils sont, finalement, je vais pas pouvoir les aider à s'orienter correctement. Donc ça, c'est aussi important, c'est qu'on part de soi pour savoir vers où on doit aller. Et puis enfin, c'est se donner de la visibilité pour renforcer sa motivation. Alors se donner de la visibilité, c'est certainement pas, être sur Instagram ou sur TikTok, c'est surtout se donner de la visibilité, donc du champ, c'est-à-dire regarder au loin pour savoir ce qu'on veut faire et donc pouvoir trouver une motivation parce qu'on sait à quoi va servir cette logique d'orientation. Donc ça, c'est des points qui sont vraiment essentiels et qui, de toute manière, structurent la logique de toute manière d'orientation parce que vous prendrez tous les éléments d'orientation, qu'ils soient physiques ou sur l'orientation personnelle et professionnelle. On part sur tous ces fondamentaux. Alors, vous allez voir que ça commence finalement très tôt. La première chose, c'est que vous allez, à partir de la 4e, vous allez avoir des choix à faire tous les ans, de la 3e à la terminale. Vous n'êtes certainement pas au courant, peut-être parfois et souvent pas préparé, mais tous les ans, on va vous demander de trancher dans le vif et de prendre des décisions stratégiques. Ensuite, vous allez voir qu'il y a peu de moyens pour accompagner les jeunes. Je vous le disais tout à l'heure, il y a malheureusement aujourd'hui un conseiller d'orientation pour 1400 jeunes. Vous allez vous apercevoir que finalement, les jeunes sont très peu renseignés sur le monde du travail. La seule chose qu'ils connaissent, c'est vos métiers potentiellement, les quelques métiers qui passent à la télévision ou ce qu'on en dit, et ce qu'ils connaissent autour d'eux. Le reste n'existe pas. Donc, il y a peu de moyens pour les accompagner. Ensuite, il y a la pression des notes et la sectorisation. La pression des notes, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'une norme qui a été mise en place et qui doit en fait permettre d'accompagner 750 000 jeunes qui correspondent à une classe d'âge et dans lequel on va mettre des notes. Et donc ces notes, on considère que c'est le point de référence. Et ça donne une pression en disant t'es meilleur, t'es moins bon, t'es meilleur, t'es moins bon. Et donc votre enfant, s'il correspond pas finalement à ce cadre-là, eh ben, il est persuadé, et vous en êtes persuadé aussi, qu'il est mauvais. En fait, c'est pas qu'il est mauvais, c'est qu'il est mauvais par rapport aux attendus du cadre. Donc ça veut dire aussi que derrière, il y a des enjeux qui sont extrêmement forts et puis qu'il y a de la sectorisation qui va se mettre en place et que cette sectorisation, elle n'est pas toujours évidente et que parfois, effectivement, ça vous met une grosse pression. Enfin, on est dans un contexte qui est anxiogène avec les procédures d'affectation. AFELNet quand on passe du collège au lycée et puis Parcoursup. Je reviendrai sur Parcoursup tout à l'heure. Je vous montrerai qu'en fait, c'est probablement le meilleur outil qu'on a jamais eu sur l'orientation et sur l'accompagnement. Mais il y a un contexte qui est anxiogène, notamment pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, ne serait-ce que sur Parcoursup, il y a 900 000 jeunes qui postulent pour rentrer en première année post-bac. Donc vous voyez qu'en fait, on a pratiquement doublé entre votre époque et l'époque actuelle le nombre de jeunes qui poursuivent en post-bac. Et donc ça a effectivement créé une problématique globale. Alors, la perception que l'orientation dépend plus des résultats du jeune que de leurs intérêts, ça c'est une évidence. Vous voyez bien que le classement, vous voyez bien que les organisations sont faites absolument en fonction des résultats et des notes du jeune. On s'intéresse peu à leur mode de fonctionnement et leurs points forts. Et ça, c'est quand même un point qui est extrêmement important. Si vous avez par exemple des jeunes qui ont ce qu'on appelle de l'intelligence de la main, et malgré tout ont des bonnes notes, on ne va surtout pas leur autoriser d'aller faire un bac techno ou un bac pro. On va leur dire non, non, il faut que tu restes dans le bac général. A contrario, vous avez des jeunes qui parfois n'ont pas des très bons résultats parce qu'ils ne correspondent pas à la norme, mais peuvent avoir une intelligence autre qui peut être utilisée et qui peut en faire des professionnels exceptionnels. Donc ça, c'est un point important. La deuxième chose, c'est qu'on a absolument peur d'être orienté. Puisqu'en fait, vous voyez bien que les orientations se font souvent par le conseil de classe, se font souvent
par défaut. On regarde autour de chez soi ce qu'il y a et puis finalement, on ne trouve pas grand-chose. Donc ça, c'est quand même des choses qui sont très, très importantes. Et puis, les parents, vous restez les interlocuteurs privilégiés pour parler d'orientation. Ça, c'est vraiment un point essentiel. Vous devez être l'interlocuteur privilégié. C'est une source qui ressort depuis maintenant plusieurs études. Vous êtes les personnes les plus importantes pour parler d'orientation à vos enfants. Alors, c'est pas facile finalement de choisir son orientation. Pourquoi? Parce que l'orientation, elle se fait étape par étape et non avec une vision. Comme vous le voyez, quand on est en quatrième, on regarde ce qu'on va faire comme bac, on va regarder ce qu'on va faire comme troisième. Une fois qu'on est à la fin du bac, on regarde, tu veux rentrer dans quelle école, tu veux faire quoi? Mais en fait, on n'a absolument pas de vision. C'est un peu comme si je vous disais, quand vous partez en vacances, est-ce que vous allez d'abord à l'aéroport et puis ensuite vous choisissez où est-ce que vous allez potentiellement partir en vacances? Ou est-ce que vous choisissez finalement une destination et puis vous regardez comment y aller? Eh ben, c'est exactement la même chose et vous vous apercevez qu'aujourd'hui, c'est pas fait du tout dans cet esprit-là. Ensuite, il y a trop de visions négatives du monde du travail et des métiers. Et ça, écoutez, on en est en partie responsable, vous et moi, parce que vous savez ce qu'on fait le soir quand on rentre du boulot? On décharge les trucs qui ne sont pas bien passés. Et ça, je pense que c'est un truc sur lequel je vais vous demander de modifier un peu votre manière de faire. Donc, je pense que vous avez tous chez vous des post-it. Donc, moi, j'en ai gardé à côté de moi. Vous allez prendre des post-it et ces post-it, vous allez les laisser sur la table du salon. Et tous les soirs, quand vous rentrez du boulot, vous marquez quelque chose de positif qui vous est arrivé dans votre journée de travail. Vous allez trouver, vous inquiétez pas, hein. Et donc, ce que je vous propose, c'est avec vos enfants, le dimanche, en famille, de sortir tous ces petites post-it que vous aurez mis dans une boîte et de parler avec vos enfants du monde du travail et de ce qui s'est passé au niveau de ces anecdotes-là. Vous allez voir que ça a 2 avantages. Enfin, ça en a même 3. Le premier avantage, c'est que ça va vous permettre d'échanger avec vos enfants sur l'environnement du travail, ce qui est finalement assez rare. La deuxième chose, c'est que ça va vous permettre de parler positivement du monde du travail. Je ne vous dis pas qu'il faut en parler que positivement, mais au moins là, ce sera une opportunité. Et comme vous faites ça le dimanche, le gros avantage que vous aurez aussi, c'est que ça vous donnera, vous, envie d'y retourner lundi matin de manière beaucoup plus forte. Donc voilà, c'est la petite anecdote. Mais en tout cas, ça marche bien. Nous, on fait ça avec tous les parents qu'on accompagne et ça se passe plutôt très bien. Alors, ensuite, j'ai peur de faire le mauvais choix. Ça, on a toujours peur aujourd'hui de se dire finalement, je vais rentrer dans une voie de garage, je ne pourrai plus jamais revenir, donc je vais faire des études généralistes et puis je choisirai à la fin. Oui et non. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de passerelles, d'opportunités, de systèmes qui permettent d'y aller. Après, je ne vous cache pas qu'effectivement, si vous avez fait un choix de garagiste, vous ne pourrez pas forcément repiquer sur un métier de chirurgien. On est dans la mécanique dans les 2 cas, mais ça ne marche pas vraiment comme ça. Mais bon, globalement, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de passerelles que ce qu'il y avait à l'époque. Et puis souvent, on oublie que ce moment de l'orientation, il est à un moment un peu crucial de votre rôle de parent et du rôle de votre enfant d'ado. C'est que finalement, lui, il est en train de se construire de manière identitaire. Il est par essence en opposition et surtout, il veut de l'autonomie. Et vous avez envie justement que ça ne se passe pas forcément comme ça. Donc finalement, il n'y a pas que la notion d'orientation qui est problématique, il y a le fait que le rôle des parents, c'est de mettre du cadre et le rôle des ados, c'est de bouger ce cadre et justement de trouver leur autonomie. Donc c'est normal aussi que ça faille un peu en famille parce que effectivement, ils sont dans cette relation parent-ado. Alors effectivement, si en plus ça joue sur l'orientation, c'est pas toujours évident. Alors, votre place de parent à vous, finalement, c'est laquelle? La première chose, et peut-être si vous deviez retenir qu'une seule chose de tout ce webinaire, c'est que vous êtes un soutien inconditionnel pour vos enfants. Ça veut dire qu'il faut absolument que vous puissiez toujours leur dire que vous les aimez, toujours leur dire que quels que soient les choix qu'ils vont faire, vous pouvez être d'accord ou pas d'accord, et vous avez le droit de ne pas être d'accord au départ, mais à partir du moment où ce sera leur choix, vous serez là pour les soutenir et vous serez avec eux. Et ça, je pense que c'est hyper important parce qu'il y a encore des enfants qui sont intimement persuadés que s'ils vont pas dans le choix de leurs parents, les parents vont plus les aimer. Alors, je pense que ça vous fait sourire derrière votre écran, mais je vous garantis
qu'il y a des enfants qui s'auto-censurent parce qu'ils sont intimement persuadés que comme ça vous convient pas, et que vous n'êtes pas toujours d'accord, vous allez plus les aimer. Donc dites-leur toujours que vous les aimez. Ça a l'air tout bête, mais je peux vous garantir que ça change beaucoup de choses et ça vous rapproche. La deuxième chose, c'est que votre enfant, il a besoin de reconnaissance. Et la reconnaissance, c'est de valoriser ce qu'il est, de ses capacités, de ce qu'il est, mais de ce qu'il pense. Et ça, vous n'êtes pas toujours d'accord et souvent vous dites: «Oh mais non, ton truc c'est nul, ah là là, TikTok avec ton téléphone, tu es toute la journée là, ça sert à rien». Bah, moi j'ai tendance à vous dire: essayez de voir ce qu'ils trouvent de positif dans tout ce qu'ils font et essayez de faire en sorte qu'ils vous l'expliquent et que vous trouviez ça valorisant. Et ça, c'est super intéressant et c'est super important. Déjà, vous allez découvrir qu'ils ont des capacités et des choses que vous aviez absolument pas vues. Et la deuxième chose, c'est que vous allez aussi comprendre ce qu'ils font et comprendre ce qu'ils aiment. Et ça vous permet aussi de reconnaître le fait qu'ils puissent ne pas penser comme vous et faire des choses différentes. Et ils ont besoin de sécurité pour que justement vous les accompagniez dans leur choix d'études. Je reviens, excusez-moi, sur la reconnaissance et vous allez voir qu'il y a un truc qui va vous faire rire, mais un point qui est intéressant, c'est la musique. En fait, depuis qu'ils sont petits, ils subissent votre musique. C'est-à-dire que quand ils montent dans la voiture ou quand ils sont avec vous, finalement, ils écoutent ce que vous écoutez. Et de temps en temps, proposez-leur de vous faire écouter des choses et de vous montrer ce qu'ils aiment. Et bon, alors, on n'est pas obligé de se taper 1 heure de rap français, mais si vous voulez écouter au moins 1 ou 2 morceaux, ça vous permettra d'écouter, ça vous permettra de comprendre. Et objectivement, je pense que c'est aussi intéressant de partager dans ce cadre-là. Donc l'important, c'est surtout de valoriser votre adolescent et surtout de lui faire sentir que vous avez confiance en sa capacité de faire des choix, mais surtout que vous avez confiance dans sa capacité à trouver, à chercher. Alors je sais que c'est pas évident, hein. Il faut un certain lâcher prise parce que sinon il reste un peu fermé. Mais plus vous allez leur donner la confiance, plus ils vont s'autoriser aussi à aller voir ailleurs. Merci pour les petits pouces levés. Alors, aider votre ado à s'orienter, c'est donc quoi? Le valoriser et lui témoigner votre confiance pour qu'il développe sa confiance en lui. Lui donner les moyens et le temps nécessaires pour apprendre à choisir. Alors, le temps et les moyens nécessaires, c'est se dire: «Tiens, on va en parler peut-être pendant 6 mois et on va donner des étapes». Plutôt que caler ça un peu à la dernière minute, le vendredi soir à 18h, le dimanche soir à 18h, un peu comme bon, tu as fait tes devoirs pour lundi, là c'est bon, tu as rempli ton truc pour l'orientation, où est-ce que tu en es? Où là effectivement ça tombe et là il y a une échéance et là on a peur et là ils ont pas envie de vous répondre. Donc ça, plus vous mettez du temps et plus vous mettez les moyens, c'est-à-dire d'aller visiter des écoles, de regarder des métiers, c'est quand même un truc assez intéressant. Intéressez-vous à ses envies, ses aspirations. Donc souvent nourris de l'extrascolaire, regardez notamment ce qu'ils peuvent faire sur les jeux électroniques. Les jeux vidéo, vous allez voir souvent qu'ils développent des capacités un peu particulières que vous n'avez pas, très clairement, ou que parfois ils jouent en réseau ou qu'ils ont développé des compétences par exemple dans le sport. Donc regardez bien tous ces éléments-là, c'est très intéressant. Le rassurer quant à l'enjeu du choix pour l'orientation parce que oui, c'est important de choisir, mais ils ont aussi le droit de se tromper. Le droit de se tromper, c'est un truc qui est très important et vous pouvez leur dire: «Le pire, c'est de pas essayer». Donc moi, je vous invite vraiment à aller dans cette démarche-là et puis les soutenir dans leur démarche d'orientation. C'est-à-dire qu'une fois que la démarche, elle est faite, vous dites pas: «Ah je t'avais prévenu, tu avais qu'à pas faire ça». Mais c'est plutôt: «Bon écoute, donne le meilleur de toi, va à fond et puis tu verras après. Mais nous, on est avec toi». Donc ça, c'est des points qui sont vraiment essentiels et qui vous permettent finalement de trouver une place de personne qui soutient la démarche de votre enfant. Alors, quelques conseils pratiques. Le premier, c'est anticiper pour éviter de précipiter les choix. Alors, faut pas trop anticiper. L'autre jour, j'ai une maman de CM1 qui m'a appelé en me disant: «Ouais, je m'inquiète pour Parcoursup». Je dis: «Madame, vous avez encore un petit peu de temps, vous inquiétez pas». Donc, faut pas être non plus dans l'angoisse et dans l'anticipation. Néanmoins, j'invite à partir de la 4e, de la 3e et dernier carat, la seconde, de vraiment commencer à se poser les bonnes questions parce que vous allez voir qu'il y a des choix tactiques qui peuvent être très intéressants, très importants et qui peuvent changer beaucoup de choses.
La deuxième chose, c'est rassurer votre ado. Il joue pas sa vie systématiquement à tous les moments. Et donc, il ne faut pas non plus se crisper sur l'enjeu, mais plutôt donner l'envie de jouer. C'est ce qu'on dit aux sportifs de haut niveau. Le plus important, c'est le jeu, c'est pas l'enjeu. Parce que si on est crispé sur l'enjeu, finalement, on n'arrive pas à faire les choses correctement. Éviter de trop projeter. Alors, éviter de trop projeter, c'est éviter de vous commencez à, c'est un peu l'histoire de Perrette et le pot au lait, c'est-à-dire qu'éviter d'être déjà à 6 ans, 7 ans près pour prendre des décisions. Alors, vous avez besoin d'anticiper et d'avoir de la projection, mais évitez d'aller trop loin dans les projections, notamment sur les types de métiers. Vous pouvez parler de référentiel, vous parlez de type de métier, mais rentrez pas sur un point extrêmement précis. Restez bienveillant. Alors, si vous êtes là avec nous aujourd'hui, c'est que vous l'êtes déjà parce que vous vous y intéressez, mais ça reste important de rester bienveillant dans toute cette démarche d'accompagnement et éviter de trop focaliser sur les notes. Les notes, c'est important, ça fait partie de la règle du jeu. S'il n'y a pas les notes, à un moment, votre enfant ne pourra pas jouer. Néanmoins, si vous n'êtes focalisé que sur les notes, vous n'allez pas voir le reste. Et parfois, comme je le disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est de regarder aussi ce qui se passe à côté, la manière dont votre enfant fonctionne et qui ne sont pas forcément toujours dans les notes. Informez-vous sur les cursus et les métiers, vous en tant que parent. C'est pas normal que au moment où on parle aujourd'hui d'Internet, de tous ces éléments-là et d'intelligence artificielle, vous n'ayez pas aussi, vous, été vous renseigner sur les cursus et comment on y va. Vous allez voir, il y a des très bons dispositifs pour le faire, notamment Parcoursup. Faites attention à vos propres représentations. Vous avez des représentations en tant que professionnel ou ce que vous avez fait à l'époque ou ce que vous estimez comme pertinent comme métier. Je vous rassure, vous n'êtes pas vos enfants. Donc vos enfants, ils ont aussi des aspirations qui ne sont pas forcément les mêmes que les vôtres, peut-être des modes de fonctionnement qui ne sont pas les mêmes que les vôtres, et du coup, ils ont des besoins, des envies, des choses qui ne sont pas forcément celles dont vous avez rêvé. Donc faites attention à vos représentations et faites attention à certains mots qui peuvent être blessants. J'ai une maman l'autre jour qui me disait ah bah moi il n'est pas question que ma fille soit esthéticienne, vous vous rendez compte, la honte. Je dis ah bon, mais pourquoi donc? Et en fait on a retravaillé ensemble et elle me fait ah ouais, c'était vraiment une représentation que j'avais, en fait je me rendais pas compte. Donc c'est très important de revenir sur les représentations et faites attention, certains mots peuvent être vraiment blessants. Et puis le jeu des post-it, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, qui est quand même un point très important. Vous allez voir que c'est vraiment un outil de médiation familiale qui est très intéressant et qui est assez drôle, même vous, le soir de rentrer, et de penser à quelque chose de positif qui vous est arrivé dans votre journée de travail. Alors, votre enfant a de la valeur. Je vous l'ai déjà montré tout à l'heure. Mais même s'il n'a pas de bonnes notes, votre enfant a beaucoup de valeur. Quand on accompagne les jeunes chez Superfutur, la première chose qu'on fait, c'est qu'on leur pose la question quelles notes ils ont à peu près aussi. Et souvent, je leur dis, est-ce que tu sais que le dernier de ta classe, il est plus fort que tous les autres sur quelque chose? Et en réfléchissant, chaque jeune me dit, ah ouais, en fait, il est plus fort que nous là-dessus. Et donc, c'est faire prendre conscience que chaque jeune a de la valeur et a un mode de fonctionnement qui va lui permettre normalement de trouver des environnements professionnels dans lesquels il va pouvoir utiliser ses valeurs. Donc ça, c'est très très important et ça permet toujours de ne pas être dans un souci de notation de premier, de dernier, qui franchement peut détruire pas mal de jeunes et détruire même ceux qui sont trop forts parce qu'en fait, ils sont persuadés toujours qu'ils sont plus forts que les autres, alors qu'en fait, ils doivent faire avec les autres. Et ça, c'est très important d'être avec les autres. Aujourd'hui, la constitution d'une équipe, c'est pas que des gens qui pensent de la même manière. C'est voilà. Donc, alors, il a besoin de trouver son axe pour avancer, votre enfant. Trouver son axe, c'est effectivement trouver d'où il vient, quels sont ses points forts et où est-ce qu'il va être capable de les réaliser. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va lui donner du sens. Et une fois qu'il a cet axe, qu'il a ce sens, ça va lui donner la possibilité d'avancer et d'avoir à la fois de l'ambition, mais en même temps du réalisme. Donc, c'est ce que je disais, vos enfants sont tous différents et vont devoir être complémentaires en entreprise. Ça, c'est très important et c'est aujourd'hui un point fort. On a besoin de commerciaux, on a besoin de gens au marketing, on a besoin de gens à la finance et besoin de gens à la production. Et c'est pas les mêmes attendus, c'est pas les mêmes styles de personnes. Par contre, c'est eux qui font la force d'une équipe. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, chacun peut avoir sa place dans des environnements différents. Vous devez l'aider à rester exigeant et motivé. Alors, ça, c'est un point qui est extrêmement important. C'est la capacité d'être exigeant
une fois qu'on a trouvé son axe. Si votre enfant, à un moment, il dit « Ok, je veux faire ça, je sais que je suis fait pour et c'est pour moi quelque chose d'important », là, maintenant, une fois qu'on a trouvé l'axe, on doit être exigeant. C'est pas parce que votre enfant, il veut être plombier ou qu'il veut être expert comptable. Sur le principe, c'est la même chose. Par contre, derrière, on lui dit « Ok, maintenant, tu vas au bout, sois exigeant et comment je peux t'aider à être encore toujours motivé par rapport à ton projet ?» Ça, c'est vraiment très important pour vous et pour lui. Alors, je vais revenir sur l'orientation au lycée et après, parce que vous allez voir qu'il y a des fondamentaux à bien intégrer. Je vous ai montré ici, je vous ai parlé tout à l'heure des choix entre la troisième et la terminale. Donc, en troisième, vous devez choisir votre lycée. Et dans certains cas, vous devez aussi choisir la typologie de baccalauréat qui sera préparée. Ensuite, en seconde, vous avez en seconde générale le choix des spécialités qui doit être procédé à la fin de la seconde. En première, vous devez rechoisir 2 spécialités parmi les 3. Et en terminale, vous devez travailler sur le choix d'études post-bac. Donc, vous voyez que c'est une cascade de choix qui sont à faire tous les ans et avec des impacts qui sont extrêmement importants pour le projet d'études et notamment le projet professionnel. Alors, la troisième, c'est une année qui va être charnière. Pourquoi? Parce que c'est la suite du parcours. C'est la seule année pour l'instant où il y a une expérimentation professionnelle obligatoire, sauf certains lycées privés qui font le stage de seconde, mais on en aura après en seconde. Mais pour l'instant, c'est le seul moment où ils auront déjà des éléments pour pouvoir avancer. Et puis, c'est une réflexion qui va être importante sur l'orientation pour ne pas subir son orientation et rester motivé. Je dis ça pourquoi? Parce que quand on a fait un bon travail en troisième et que par contre on choisit une orientation qui n'est pas celle du bac général, c'est parce qu'on a fait un gros travail sur son orientation qu'on ne va pas être orienté, mais qu'on va pouvoir s'orienter en connaissance de cause. Et ça, je peux vous garantir que quand on ne l'a pas fait, c'est le conseil de classe qui décide et c'est assez violent. Alors, les temps forts de la troisième, comme vous le voyez, décembre à mars, on réfléchit sur le projet, on a les stages, les journées portes ouvertes et les mini-stages et les passes-pro pour ceux qui sont déjà avec une orientation professionnelle attendue. Fin mars, on exprime ses choix et on a l'avis provisoire du conseil de classe. En mai, il y a les avis définitifs du conseil de classe, le choix de filière et puis les procédures à FEDNET qui se font fin mai. Et enfin, vous avez le brevet des collèges, les réponses à FEDNET et les inscriptions au lycée qui se font fin juin, début juillet. Donc ça, c'est un peu la manière dont ça fonctionne, avec une particularité pour la procédure à FEDNET, c'est que c'est une procédure dans laquelle vous devez trier les choix. Donc les choix, c'est pas si vous mettez 5 choix ou 8 choix, vous devez les mettre par ordre, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Ensuite, je vais vous passer directement sur les particularités de l'orientation post-bac, de l'orientation pour justement le lycée. Alors, dans le lycée, vous avez une première voie qui est la voie professionnelle. La voie professionnelle, elle représente aujourd'hui 26% des bacheliers en France, donc c'est pas neutre, hein, avec un taux de réussite qui est de 82%. Les voies professionnelles, là, je vous en ai mis que quelques filières. Il faut savoir qu'il y a 104 bacs professionnels en France et que ces bacs professionnels c'est une formation qui va durer 3 ans et qui a pour particularité, en général, à la fin, d'avoir des gens qui peuvent aller travailler. L'objectif du bac professionnel, c'est de permettre aux jeunes, à la fin de ce bac, de pouvoir être des professionnels qui peuvent travailler. Donc là, je vous ai mis, vous voyez, il y a tout ce qui est bâtiment, travaux publics, relations clients, alimentation, beauté et bien-être, numérique et transition énergétique, maintenance des matériels et véhicules. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bacs. Donc ça, il faut bien se renseigner parce qu'effectivement, il y a des belles opportunités et notamment beaucoup de métiers rares aussi qui peuvent être notamment abordés. Ensuite, vous avez la voie technologique, ce qu'on appelle le bac techno. Donc le bac techno, c'est 20% des bacheliers en France. C'est un taux de réussite qui est de 90% pour l'année 2022. Et il faut savoir que là, on est en fait sur une alternative du bac général, c'est-à-dire que c'est à peu près la même chose que le bac général, sauf qu'on va teinter avec des spécialités un peu, donc industrie développement durable, design et art, management et gestion, santé sociale, laboratoire, hôtellerie-restauration, théâtre, musique, danse et agronomie et le vivant. Ça, ce sont les bacs techno qui existent. Ce ne sont pas des sous-bacs. Ce sont des bacs qui vont effectivement être orientés avec un cadre particulier. Mais ces bacs-là, il faut savoir que, par exemple, si vous voulez rentrer en BUT, donc qui est une formation qui est proposée par l'université qui se trouve après le bac sur 3 ans, ils prennent 50% de bac général
et 50% de bac issus du bac technologique. Donc, il vaut mieux pour rentrer dans certains BUT avoir un bon bac techno qu'un bac général moyen. Vous voyez, on commence à rentrer dans les éléments techniques. Hein. Et il faut savoir avec un STMG, par exemple, en management et gestion, vous pouvez rentrer dans pas mal de grandes écoles. Donc, on n'est pas dans un sous-bac. On arrive là maintenant dans la filière générale. Donc, dans la filière générale, on a 3 spécialités à choisir en seconde. Donc là, je vous ai mis toutes les spécialités qui sont aujourd'hui disponibles. Vous avez quand même des incontournables. Le grand classique, maths, physique, chimie, sciences et vie de la Terre pour tout ce qui est scientifique. Vous avez aussi le sciences économiques et sociales et ce qu'on appelle HGGSP, histoire géo, géopolitique et sciences politiques. Et puis ensuite, on va retrouver pas mal de formations qui vont autour de biologie, écologie dans certains cas, ou tout ce qui va être HLP autour de la littérature, philosophie. Voilà. Donc vous voyez qu'on retrouve des grands classiques, mais qu'on peut mixer certaines choses. Alors, mixer, c'est bien, mais il faut que ce soit aussi cohérent avec un projet. Si vous faites art, mathématiques et sciences économiques et sociales, bon, ça peut être intéressant pour des écoles de commerce, mais il va falloir expliquer pourquoi vous avez fait certains choix, quoi. Il faut vraiment des choses qui soient quand même assez cohérents et qui correspondent pas que aux bonnes notes de votre enfant. Alors, les enjeux du lycée, c'est quoi? C'est de rester motivé, surtout pour réussir la fin et aller jusqu'en post-bac, parce que ça dure 3 ans, hein, donc c'est quand même pas rien. Comprendre bien le fonctionnement et le calendrier des admissions post-bac, parce que en fait, ça commence assez vite. Il faut savoir que vous allez voir le dossier qu'on va présenter dans Parcoursup, il commence en début de première. C'est avoir de la lisibilité sur les différentes échéances d'orientation, et puis c'est prendre du temps pour bien choisir son parcours. Plus vous vous y prenez tôt, plus vous pouvez expérimenter, avoir plusieurs choix et affiner les choix. Alors, au même titre que je l'avais fait pour la 3e, vous retrouvez ici une frise chronologique. Donc, à partir de septembre, il y a la prise en compte des bulletins scolaires pour les dossiers d'admission post-bac. Donc là, c'est dès qu'on est en seconde. En première, c'est dès que vous êtes en première, pardon. Au mois de mai, vous avez le choix de 2 spécialités parmi les 3. Donc, vous en abandonnez une et vous avez le choix de la spécialité qui est passée, plus le bac français. Et ensuite, on arrive en terminale. En terminale, vous avez fin décembre l'ouverture de la plateforme Parcoursup dans laquelle vous pouvez consulter les résultats de l'année passée. Ensuite, la saisie des vœux Parcoursup. En avril, la clôture des dossiers. Fin mai, le début des réponses. Et ensuite, le bac qui va arriver au mois de juin. Donc, vous voyez que finalement, les dés sont déjà faits avant que votre enfant passe le bac. Donc, ça veut dire que le bac, il y a 2 solutions. Il l'a ou il ne l'a pas. Les mentions, c'est très bien pour les parents et les grands-parents, mais ça n'a aucun impact dans Parcoursup. Voilà. Après, il est vrai que des jeunes qui ont des très bonnes notes dans Parcoursup, il y a de très fortes chances qu'ils aient leur bac avec mention. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça n'a pas d'enjeu particulier. Donc ça, c'est quand même des points qui sont très intéressants à voir et à mettre en place. Vous voyez que l'ouverture de la plateforme Parcoursup, elle est à fin décembre. Il faut savoir que dès aujourd'hui, vous pouvez rentrer sur Parcoursup, n'importe qui peut y aller pour consulter. Mais vous n'aurez pas les chiffres actualisés de l'année précédente. Je vous ai mis quand même des éléments sur la réforme du bac qui est certainement pas celui que vous avez passé. Donc aujourd'hui, on a 40% en contrôle continu. Donc ça, c'est quand même un point qui est essentiel. Et puis, vous avez moins d'épreuves en examen bac traditionnel. Et surtout, vous avez un stage de 2 semaines à la fin de la seconde qui est aussi quelque chose d'assez nouveau. Donc, qui vont permettre aussi d'aller y voir plus clair. Il faut savoir que les enseignements de spécialité que le jeune a choisis vont être COEF 16. Donc, il ne faut pas non plus se planter parce que ça pèse quand même assez lourd. Donc, l'élaboration, c'est sur Parcoursup, c'est quoi? N'oubliez pas que Parcoursup, c'est pas ça qui va vous orienter. Parcoursup, c'est un outil qui vous permet d'avoir une affectation sur l'enseignement supérieur. Donc, la possibilité, la première chose, c'est d'émettre plusieurs vœux d'études avec une réponse obtenue pour chaque vœu. Et il n'y a pas de hiérarchisation. Tout à l'heure, je vous parlais de la hiérarchisation sur AFLNet. Là, il n'y a pas de hiérarchisation. Vous n'avez pas premier vœu, deuxième vœu, troisième vœu.
c'est vous qui voyez. Donc, vous pourrez faire 10 vœux et 20 sous-vœux. Donc, un vœu, c'est une filière. Un sous-vœu, c'est un établissement. Par exemple, si vous voulez faire un BTS management commercial, eh bien, vous pourrez le faire. Donc, c'est un vœu, c'est ce BTS-là. Dans 3 établissements, c'est 3 sous-vœux. Voilà. Ensuite, vous devez faire une lettre de motivation par établissement. Ensuite, il y a une évaluation du dossier. Donc, cette évaluation, elle correspond à le bulletin scolaire de votre enfant sur la première, la terminale et les éléments extrascolaires. Et enfin, il ne faut pas oublier que tout ça, ça se fait dans des accès sélectifs. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que votre enfant il passe après le bac et qu'il a son bac qu'il a une place obligatoirement. Alors, il aura probablement une place, par contre, pas forcément là où vous voulez. Et c'est ça qui a beaucoup changé. Comme je vous le disais, aujourd'hui, il y a 900 000 jeunes qui sont dans ce cadre-là. Donc, ça pique un peu. C'est-à-dire qu'il faut quand même bien se poser la question de savoir où est-ce qu'on a des chances de passer. Donc, pour ça, c'est un travail préparatoire. Nous, on le fait avec nos étudiants. Et pour tous les jeunes qu'on accompagne, nous, on sait qu'au 10 juin, on a des réponses. Donc, voilà, c'est une méthodologie et c'est des choses qui se mettent en place. Donc, les 6 conseils pour réussir son orientation post-bac, c'est quoi? La première chose, c'est commencer à se projeter sur des pistes de métiers et d'études post-bac. Ça, c'est le plus important. Plus vous y voyez loin, plus vous y voyez clair, plus vous avez le temps de regarder, d'aller faire les journées portes ouvertes. Explorer les cursus en lien avec les projets et évaluer la faisabilité. Je vois trop de parents qui me disent « Ah ouais, mais moi, je voudrais que ma fille ou mon fils y fasse ça. » Et c'est des filières très sélectives. Pensez qu'il y a énormément de jeunes qui veulent le faire. Donc, vous pouvez le tenter, mais pensez bien évidemment à avoir d'autres solutions. Sélectionner bien et hiérarchiser les formations, ça c'est ce que je vous disais. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 24 000 formations disponibles sur Parcoursup. Donc, il faut s'y retrouver et il faut effectivement être assez sélectif et bien les hiérarchiser. Participer aux portes ouvertes, pour moi, c'est beaucoup plus important que les salons. Les salons, vous allez être perdus. Vous n'allez pas vous y retrouver. Et n'oubliez pas que dans les salons, vous allez retrouver que les écoles qui ont payé pour y être. Or, si vous allez et que vous avez bien préparé les portes ouvertes, là, vous allez voir les vraies écoles dans leurs vrais environnements avec des vrais élèves et des vrais profs. Donc, vous pourrez bien poser vos questions. Stéphane, Oui. je te coupe juste sur est-ce que tu peux développer Affelnet, s'il te plaît, parce qu'on a une question sur qu'est-ce que c'est exactement. Affelnet, c'est le système de détermination des choix des lycées dans certains environnements pour pouvoir choisir son lycée. Donc, ça dépend des résultats scolaires. Et si par exemple, alors moi je connais bien sur Paris, mais si vous êtes sur Paris et vous avez des lycées qui sont autour de chez vous et vous avez des lycées d'excellence. Donc, vous avez des lycées de zone et des lycées qui sont hors zone. Et donc, on va vous demander de choisir au moins 5 lycées pour savoir potentiellement où vous êtes affecté. J'espère avoir répondu correctement. Je reviendrai après, sinon, ou la personne pourra me contacter directement pour que je lui en dise plus. Et je finissais, mon point sur comprendre le fonctionnement des admissions post-bac et le calendrier. Attention, toutes les formations ne sont pas sur Parcoursup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut bien comprendre comment ça fonctionne dans certains cas et que le calendrier pour répondre n'est pas celui de Parcoursup. Donc, renseignez-vous sur les formations et de la manière dont elles fonctionnent. Et enfin, je vous invite évidemment à maximiser les expériences pour enrichir le dossier de candidature. Donc, les expériences, c'est surtout les stages. Faites des stages, faites des stages, faites des stages. C'est le plus important pour aller se rendre compte de la réalité d'un métier. Ça, c'est vraiment essentiel. Alors, les clés, c'est donc le plus important, c'est comprendre ses envies. Un enfant qui comprend ses envies et ses points forts, c'est là où d'un seul coup, il va être le plus pertinent pour la suite. On a plus de satisfaction des choix d'études pour ceux qui avaient pu identifier un projet professionnel. Pourquoi? Parce que finalement, ils ont fait quelque chose qui, non pas était forcément le plus facile pour eux, mais surtout celui qui allait vers quelque chose qui leur donnait de la motivation. Donc c'est quelque chose d'assez évident, mais c'est quand même important de le dire. Les expériences de stage sont les meilleurs moyens de tester les choix de projet. Si vous ne vous êtes pas rendu compte que pour faire tel ou tel métier, il fallait se lever à telle heure ou il fallait vivre dans telles conditions ou vous êtes derrière un bureau, effectivement, c'est pas forcément ce qu'on attend. Et puis les parents, n'oubliez pas surtout que vous êtes les interlocuteurs privilégiés de vos ados pour échanger sur l'orientation. Ça, c'est vraiment un point. N'attendez pas que les autres le fassent. Vous avez un rôle à jouer. Juste un petit mot sur Super Futur. On accompagne, nous, les enfants pour qu'ils deviennent auteurs et acteurs de leur orientation.
C'est un accompagnement qui est sur mesure, qui commence et qui peut commencer à partir de la 4e, mais sur lequel on fait jusque seconde, première, terminale, et bien évidemment Parcoursup, et bien évidemment du post-bac. Et puis pour un premier échange, et n'hésitez pas à ensuite faire le call to action pour revenir et pour rejoindre superfutur.fr. Sachez qu'on a un taux de satisfaction des parents qui est de 96% et qui fait que on accompagne les enfants, mais on accompagne aussi bien évidemment les parents et la famille. Voilà, merci de votre participation et puis surtout merci de compléter le questionnaire de satisfaction qui va vous être transmis parce que ça nous permet déjà de nous améliorer et de pouvoir vous apporter un niveau de réponse. Voilà, merci de votre confiance Steve et Thierry. Je vous laisse le soin, j'ai pas pu voir le chat pendant parce que j'étais concentré sur le slideshow. Et y a-t-il des questions? Ouais, on a quelques questions. D'abord, est-ce qu'il existe un test pour les enfants qui correspondrait à un bilan de compétences pour voir un petit peu Alors oui, il existe des tests. Il existe bien évidemment des tests. Nous, on a choisi chez Superfutur de ne pas le faire. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous questionnez un enfant ou un jeune sur ce qu'il est, en fait, il ne va pas vous répondre ce qu'il est. Il va vous répondre ce qu'il pense être. En fait, ils sont déjà sur des projections d'eux-mêmes. Et parfois, ils se trompent complètement. Et la difficulté, c'est que si vous travaillez sur un test où c'est lui qui répond, la difficulté, c'est que vous allez construire un bâtiment dans lequel les fondations sont de travers. Donc, c'est pour ça que nous, par exemple, on travaille beaucoup plus avec des questionnaires avec un coach qui nous permet vraiment de re-questionner et de s'assurer que ce que répond le jeune est vraiment la réalité et pas ce que lui, il fantasme être. Mais oui, vous allez sur Studirama ou toutes ces choses-là, vous avez des tests en ligne. Ok. Et puis bien différencier AFELNET avec Parcoursup, puisqu'il peut y avoir quelques confusions. Donc AFELNET, c'est à la fin de la 3e pour le choix des lycées. Parcoursup, c'est pour toutes les personnes qui veulent rentrer dans une première année post-bac. Je dis ça pourquoi ? C'est qu'il y a tous ceux qui sortent du bac, mais il y a tous ceux qui ont déjà fait une première partie de formation, qui parfois se sont arrêtés et qui se retrouvent encore à revenir dans une première année. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a 650 000 jeunes qui passent le bac, mais on en a 250 000 de plus qui finalement se réorientent. C'est pour ça qu'on est à 900 000 sur Parcoursup. Ok, alors il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que tu peux juste nous expliquer en quoi consisterait le fait d'avoir un petit échange avec toi de 30 minutes dans un premier temps qui serait offert, hein, si tu me confirmes cet élément-là. Oui. En fait, qu'est-ce qu'on va se dire pendant une demi-heure? Comment ça va se passer en fait? Déjà, on va se dire bonjour. Mais non, on va surtout revenir sur les fondamentaux, c'est-à-dire c'est quoi votre problématique aujourd'hui, c'est quoi les questions que vous vous posez et comment nous, on a une solution dans laquelle on peut vous accompagner. Mais déjà, c'est un premier échange et déjà d'y voir un petit peu plus clair et d'aider à, comment on va dire ça, d'aider à clarifier les situations et d'aider à avoir des premiers tips pour y voir plus clair. Après, on ne va pas faire en une demi-heure ce qu'on fait en 6 heures. Où là, effectivement, on fait un vrai sur-mesure et on repart de chaque jeune pour l'aider à y voir plus clair sur ses points forts, 2, regarder des métiers qui conviennent et qui l'intéressent, et 3, potentiellement lui trouver un stage ou le mettre en relation avec des professionnels. Oui, j'ai mis d'ailleurs dans le lien dans le chat. Vous pouvez, si vous le souhaitez, cliquer sur ce formulaire pour justement déclarer une volonté d'être recontacté par Stéphane en personne pour justement faire ce petit entretien, ce petit rendez-vous d'une demi-heure pour avoir un premier bilan gratuit. On a une dernière question de dernière minute. Est-ce que les stages sont uniquement pendant les périodes scolaires ou est-ce qu'on peut négocier avec l'établissement? Non, on peut. Alors, moi, je travaille avec deux types de la convention de stage hors période scolaire et de la période scolaire qu'on fait avec les établissements. Donc, on peut tout faire. Après, c'est toujours des stages qui durent maximum 5 jours. Et je pense qu'il vaut mieux maximiser le nombre de stages dans des environnements différents pour permettre aux jeunes de se rendre compte de la réalité d'un métier. Je vais vous donner un exemple tout bête. Alors, on s'attend toujours à pâtissier ou autre, mais un jeune qui pense que faire du marketing, c'est toute sa journée rencontrer des clients et faire le choix de la couleur de la moquette, il va s'apercevoir qu'il va surtout travailler sur des tableaux Excel.
Donc voilà, c'est vraiment de se rendre compte de la réalité d'un métier et de en quoi ça consiste. Et justement casser un peu les représentations que les enfants se font. Les enfants, ils pensent que je veux travailler dans la finance. En fait, ils se voient surtout avec une belle bagnole et gagner beaucoup d'argent. Ils s'aperçoivent pas qu'ils sont toute la journée devant des ordinateurs en train de calculer des choses. Et voilà. Donc, c'est ces points-là qui me semblent essentiels. Et si un jeune, et je vais vous donner un exemple, c'est une jeune fille l'autre jour qui voulait être garde forestier. Et ben, on lui a trouvé un stage. Elle est partie en garde forestier au mois de novembre dans la Creuse. Donc, je peux vous garantir que c'était pas forcément ni trop sec ni trop chaud. Et ben, à la fin du stage, elle m'a dit, oh, en fait, c'était super. J'ai dit, mais il a pas plu. Il me fait, ah si, tous les jours. Et en fait, si vous voulez, pour moi, c'est aussi la capacité de s'assurer que cette jeune fille-là, elle va choisir un métier, mais elle a connaissance de la réalité de ce métier et pas que juste le côté fantasmé où je vois des petits lapins au mois de mai, quoi. Merci. Je reviens juste sur les échanges de 30 minutes. Là, on a travaillé on a parlé du fond. Sur la forme, est-ce que l'enfant doit être présent? Est-ce que l'élève doit être présent? Idéalement. Très Il bien. peut ne pas l'être, hein, et là effectivement, mais si l'enfant est présent, c'est très sympa parce que, enfin, moi j'ai l'habitude de m'adresser aux jeunes, donc entre guillemets, j'arrive aussi à un moment à euh, à détendre l'atmosphère et à faire en sorte qu'ils comprennent. Voilà. Après, c'est pas la peine de le tracter du lit un samedi matin à 9 heures, parce que là, on aura tous les facteurs clés pour que ça se passe pas bien. Ok. Et est-ce que tu conseilles de contacter pour les stages, notamment tout ce qui est chambre de métier, chambre de commerce et de l'industrie, etc. Alors, vous pouvez les contacter, mais ils vous aideront à pas grand-chose parce qu'en fait, ils n'ont pas la ressource. Euh, donc, regardez bien les réseaux autour de vous et surtout si votre enfant cherche un stage sur quelque chose, qu'il aille contacter déjà pour poser des questions à un professionnel. Et si ça se passe bien par téléphone, c'est là où il aura une opportunité de trouver le stage. Peut-être plus les associations de commerçants, par exemple, qui sont plus proches. Oui, mais à partir du moment où il faut trouver le stage qui corresponde aux jeunes. Euh, Ça sert à rien d'aller faire un stage dans une boucherie si votre métier c'est effectivement le marketing digital, hein. Donc, essayez de voir ce qui intéresse votre enfant, pourquoi il veut le faire, c'est quoi ses motivations, est-ce qu'il est fait pour ça un peu, hein. Moi, j'en avais un qui était nul en maths l'autre jour qui m'appelle et il me dit ouais, moi je voudrais être pilote de chasse. Je dis bah écoute, c'est pas gagné. Donc j'ai pas dit que c'était mort, mais on a creusé d'autres sujets et il a été faire des stages dans d'autres sujets. Bon, de toute manière, j'aurais pas pu le mettre dans un avion de chasse. Mais voilà, c'est quand même très très important de revenir à du réalisme et à permettre à des jeunes d'aller voir quelque chose qui va se rapprocher de leur métier. Et puis faites attention aussi avec le principe de précaution qui s'est développé assez fortement. On a des restrictions. Je vous donne un exemple tout bête. Je travaille avec l'association des comment ça s'appelle pour les animaux, des vétérinaires. Et ben les vétérinaires ils prennent plus de mineurs sur les petits cabinets puisqu'en fait ils n'ont pas de salle spécifique pour faire les radios et donc dans certains cas ils ne veulent pas exposer à des risques de rayons X des mineurs, donc ils ont interdit la possibilité de les prendre en stage. Voilà. Et on a fait le tour de l'ensemble des questions. Merci Stéphane. Je vais Bah, laisser merci à vous, merci aux personnes qui ont participé, 2 qui ont posé des questions. Merci à toutes et à tous. On a fini avant, dis donc. C'est magique. Ça veut dire que vous allez avoir un petit peu plus de temps pour regarder le petit teaser que je vous ai mis en lien. On arrive au bout de ce moment. Quand on va arrêter l'événement, vous allez recevoir tout de suite le lien vers le replay et le lien vers un questionnaire de satisfaction sur ce webinaire. On vous demandera si vous le souhaitez d'y répondre. Nous, ça nous permet de nous améliorer ou alors de constater que c'est parfait, mais la plupart du temps, on a toujours un petit peu d'amélioration à apporter. Est venu le moment maintenant de nous dire au revoir et de vous remercier pour cette participation, de remercier Stéphane pour ce moment passionnant, de remercier Steve
pour la synthèse au niveau des questions. Et puis, on vous dit à très bientôt. Donc, c'est rendez-vous 1er avril, mardi 1er avril. Ça n'est pas une blague, je le répète, pour notre prochain webinaire. Merci à vous. Et merci beaucoup.